Alors, Luc Michel, on parle de plus en plus des agents déguisés, une vieille méthode qui refait surface et cela a été constaté avec la tentative ratée ou stoppée net à l'entrée de la Guinée équatoriale il y a quelque temps. La SC a également payé le frais. Heureusement que le régime 3DERA a déjoué la manœuvre. Toujours est-il que pour ces pays et pour d'autres comme le Cameroun, on parle de plus en plus de la menace de la paix avec des noms ou des pays derrière. Comme pour dire, l'Afrique centrale aujourd'hui est en proie à des manœuvres de déstabilisation. Luc Michel, lecture géopolitique que vous êtes. Comment est-ce que vous lisez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale avec ces pays qui sont sous le coup de la déstabilisation avec des doigts sur des puissances et des noms comme des barbouzes français? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis panafricaniste et j'ai combattu depuis 1985 aux côtés de Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, des gens comme Touadéra ou Abiyaghtema Bassongo sont des amis que je soutiens évidemment. Il y a actuellement un super printemps arabo-africain qui est lancé par l'administration Biden avec l'aide du Quai d'Orsay. Mais tout d'abord, je vais dire un mot sur la Guinée équatoriale. Depuis hier, la Guinée équatoriale est sous ingérence dans ces élections du mois de novembre de l'Union européenne, du Quai d'Orsay, de Madrid et de Paris. Ceux-ci ont émis un communiqué où ils dénoncent que Malabo n'organiserait pas des élections transparentes et régulières. Cela fait des années que Malabo organise des élections transparentes et régulières avec le soutien des partis d'opposition patriotique. Par exemple, aux élections de novembre, il y a un bloc patriotique autour du PDGO de 14 partis équato-guinéens. Mais Bruxelles, Madrid et Paris, ils soutiennent l'opposition comprador, les barbouzes de la Corée, des citoyens pour l'innovation, les Sévéro-Moto, les groupuscules Troisième République, qui tentent de déstabiliser Malabo et organisent du terrorisme et des émeutes au sein du pays. Voilà pourquoi ils soutiennent, en particulier au sein du Parlement européen à Bruxelles, il y a un lobby anti-Obiang qui est organisé par le Parti socialiste français, le Parti socialiste ouvrier espagnol, Podemos et la France insoumise de Mélenchon qui joue au panafricanisme et qui soutient le Quai d'Orsay. Ces gens ont notamment organisé une conférence du putschiste Severo Moto au Parlement européen en 2019. Il faut jeter tous ces gens aux poubelles de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les arbouzes? L'administration Biden, elle organise un super printemps arabo-africain. Les cibles principales, c'est Touadéra, c'est Abiyaghema Bassongo, c'est Paul Biya et c'est Mahamat Itno Déby Itno au Tchad, évidemment. Derrière il y a des réseaux barbouzards. Ces réseaux barbouzards, ils ont été confiés à la France. En ce moment, il y a une fausse émission du média français. Il est fait par le journaliste Thomas Dietrich et il prétend dénoncer des réseaux de barbouzes français au Cameroun. En réalité, c'est une mission de diversion qui diffuse de fausses informations et qui vise à déstabiliser le président Touadéra, qu'on dit sous la menace d'un coup d'État. En réalité, Touadéra contrôle son pays. Les barbouzes français ont été neutralisés par les FACA et les paramilitaires russes dès janvier 2021. Et Touadéra n'est pas sous la menace d'un coup d'État à Bangui parce qu'il contrôle 95% du territoire national. Il existe de véritables réseaux de barbouzes par l'ex-général centrafricain Bossizé, assisté
par un ex-général à la retraite français qui dirige une firme de mercenaires français. Il existe actuellement des groupes de mercenaires tchadiens et soudanais qui se déplacent des frontières de la Libye aux frontières du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Ils ont en particulier, en janvier 2018, tenté un coup d'État au Cameroun et en Guinée équatoriale contre Mongomo, dont le but était d'assassiner le président Biagnema Bassoko. Ils ont été neutralisés par la sûreté militaire tchadienne et les services secrets camerounais et équatoriens. Il y a eu 2 grands procès qui ont eu lieu à Yaoundé et à Malabo. À Malabo, des mandats d'amener internationaux ont été lancés contre des financiers de ces réseaux, notamment l'avocat français William Bourdon et Georges Soros. Ces mandats d'amener internationaux ont été neutralisés par Washington et Paris. Aujourd'hui, ces réseaux sont en train d'être revitalisés. En 2023, il y a une série d'élections qui ont lieu dans toute l'Afrique et les États-Unis et les Français tenteront une série de révolutions de couleur pour opérer des régimes change dans ces pays. Bon. En ce moment, des groupes de mercenaires soudanais et tchadiens sont organisés en proximité de la base française du Gabon, dans les forêts du Gabon, pour tenter de déstabiliser la Guinée équatoriale. C'est Bozizé et son adjoint, le général français, qui sont à la manœuvre. Parmi ces barbouzes, il y a notamment la barbouze française Dominique Calas de Ferluche, qui est actif dans les milieux équato-guinéens et gabonais des biens mal acquis et qui est au service du Quai d'Orsay. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Ces gens, nous ne les laisserons pas faire. Nous les dénonçons sur les antennes d'Afrique Média depuis des années. Évidemment, ils paniquent. Ça explique toutes les manœuvres actuelles médiatiques barbouzards. Le média qui prétend dénoncer des barbouzes qui n'existent pas, mais qui ne dénoncent pas les vrais barbouzes. Évidemment, les voyous de Washington et de la France, ils sont derrière eux des milliards de budget. Ils ont derrière eux les services secrets français et américains et les réseaux de Georges Soros. Évidemment, c'est tout cela qu'il faut constater. Bientôt auront lieu les élections générales anticipées à Malabo. Je soutiens le président Biagnema Bassoko. Ces gens sont le cœur vibrant du panafricanisme. Pour Luc Michel, docteur Simon Bassiliquin, vous venez de suivre Luc Michel pratiquement avec une voix cassé, c'est un véritable combattant au service aussi de l'Afrique. Merci énormément à vous, Luc Michel, et surtout pour ces précieuses informations que vous avez bien voulu mettre à la disposition des États de la sous-région Afrique centrale. Et bien sûr, les téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. On retient l'existence de véritables barbouzes français, des groupes de déstabilisation dans la sous-région Afrique centrale. Docteur Simon Bassiliquin, si cela est vrai, Luc Michel parlait des groupes des mercenaires dans la sous-région. Si cela est vraiment vrai, permettez la tautologie parce que les faits sont graves. Comment vous comprenez cela? Je comprends que depuis toujours, la France éternelle, généreuse et civilisatrice, apporte du bien à l'Afrique. Malheureusement, elle ne déclare jamais qu'elle en tire le meilleur de toute la substance économique dont elle est fière aujourd'hui. Elle ne peut pas accepter que si la France a la 3e réserve d'or au monde, c'est bien parce qu'elle confisque les devises des Africains chez elle, qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, qu'il n'y a pas de moyen de contrôle, précisément parce que, au moment de sortir de la colonisation officielle,
Elle nous a fait signer, elle a fait signer au Houphouët-Boigny, Mamani Diori, Senghor et Ahidjo. Elle leur a fait signer des accords qui font qu'en réalité, l'Afrique prétendument francophone est restée comme une sorte des régions françaises, des provinces françaises. Parce que comment voulez-vous que vous êtes un pays souverain, vous avez un bien économique chez vous, pour le vendre à quelque autre partie prenante qui n'est pas la France, il faut l'accord de la France. Comment voulez-vous que quand vous faites votre commerce international, vos devises sont retenues à 75% par la France et vous ne percevez que le quart? À cause de tout ça, nous avons des problèmes. Bien, sauf qu'il y a une dizaine d'années, Afrique Média est née et a commencé à dénoncer ces choses-là. Alors, on prétend mettre en place une stratégie nouvelle, celle des barbouzes, celle qui va consister non pas à envoyer quelqu'un assassiner un président et revenir tranquillement à Paris, non. Maintenant, il faut monter les barbouzes en y associant des Africains eux-mêmes. Je sais que cela s'est fait, parce qu'en réalité, on sait que les Houphouët, les Senghor, c'était plus des Français. D'ailleurs, la preuve, c'est que la plupart de ces gens-là n'ont jamais pris leur retraite en Afrique. Une fois qu'ils ont cessé les activités, eh bien, ils se retirent en France ou qu'ils considèrent comme leur véritable patrie. Mais les choses ont changé. Afrique Média est née, le panafricanisme est en train de grandir. Il a toujours été là, le panafricanisme, sauf qu'il n'avait pas de voix, sauf qu'il ne pouvait pas se faire entendre. Et aujourd'hui, cette voix-là a grossi, a grandi et atteint tout le monde. Et voilà qu'à Paris, on pleure le sentiment anti-français en Afrique, comme si les Africains ont jamais été les amis des Français. Parce que l'amitié, c'est réciproque. Ce n'est pas de s'approprier toutes les richesses d'une quinzaine de pays, d'en faire des réserves d'or, et puis de dire amitié franco-africaine. Au demeurant, c'est De Gaulle qui nous a dit qu'il n'y a pas de sentiment entre États, il n'y a que les intérêts à privilégier. Donc, ce que Luc Michel a dit, c'est parfaitement vrai. Et ce que nous avons dit ici, c'est-à-dire que les rappels qui ont été faits par les uns et les autres, à savoir que nous avons nos véritables ennemis en Afrique, sauf que ces ennemis-là sont manipulés, sont organisés, sont télécommandés pour faire du tort à l'Afrique. Parce qu'un pays qui prend de l'essor, qui veut se développer, eh bien ce pays-là dément une vérité fondamentale pour l'Occident, pour le libéralisme occidental, qui prétend que les Noirs sont pas des hommes capables de s'organiser, de se développer, et qu'il faut leur prendre la main pour leur donner le minimum qu'il faut pour tenir à la vie. Et à ce moment même, ils vont plus loin, parce qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et toutes ces choses qui sont dénoncées, vous pensez que cette histoire de césarienne brusquement est généralisée dans un pays, dans un coin de l'Afrique, dans une partie du continent? Ce n'est pas le hasard. Vous pensez que tous ces vaccins qu'ils nous envoient et qui ont pour objectif principal de nous rendre malades, de nous éliminer pour leur garder l'Afrique? Eh bien, ça ne marchera plus, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est plus au début de ce siècle ou du siècle précédent, nous-mêmes au 19e siècle, où ils pouvaient dire et écrire ce qu'ils voulaient de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une voix qui porte. Aujourd'hui, le panafricanisme a une existence réelle. Ils ont étouffé les premiers panafricanistes, mais c'est fini. Aujourd'hui, nous avons le vent devant nous et nous allons dénoncer tout ce qui est pénible, douloureux, souffrance à l'Afrique.
Et nous allons démontrer aux gens qu'en réalité, quand on prétend qu'il y a des Camerounais anglophones et des Camerounais francophones qui s'affrontent, c'est tout simplement le libéralisme occidental qui finance les uns, qui monte les autres, et de telle manière que nous passions notre temps à nous entretuer, à nous guerroyer, et pendant ce temps, tranquillement, sans se donner de la peine, eh bien, ils prennent l'uranium au Niger et ils font de la France la première puissance mondiale pour l'énergie nucléaire civile. Ils prennent les devises des Africains pour faire de la France une des plus grandes réserves d'or au monde. Ça, c'est du passé. Et ce n'est pas une question de sentiment anti-français, c'est le panafricanisme parce qu'il faut que l'Afrique se régénère, il faut que l'Afrique devienne une partie réelle, importante de la planète et des humains qui peuplent cette planète. Nous ne sommes pas des sous-humains que l'on exploite, que l'on détruit, que l'on spolie, simplement en nous opposant les uns aux autres. Ça, c'est du passé et aujourd'hui, et actuellement, l'Afrique est en train de prendre son pas pour aller de l'avant. Merci à vous, docteur Simon Bassi Lequin, universitaire et panafricaniste. Alors, Bertrand Tassida, avec ce que vous venez de suivre des précédents panélistes, alors, il y a tout un vent qui soufflerait actuellement dans la sous-région Afrique centrale. Un vent fait des groupes de mercenaires aux portes de certains pays en vue de la déstabilisation. Une vieille méthode, ce n'est pas nouveau. On a vu des coups d'État pratiquement stoppés dans certains pays. Alors, l'Afrique centrale, comment est-ce que vous expliquez que cette région soit en proie à ce genre de menaces, surtout en ce moment précis? Déjà, il faut saluer l'aîné Luc Michel. C'est un grand plaisir pour moi aussi de le retrouver. Je le suis souvent, je lis ses chroniques sur les réseaux sociaux. Il m'enseigne beaucoup, beaucoup. Il a même, j'ai envie de dire, esquinté une partie de sa santé sur les fronts de conflit en Afrique. Il a accepté, il a subi les injures dans son propre pays. La Belgique qui commence à devenir un narco-État. Je suivais un reportage, le port de Rotterdam et le port de Anvers, 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires de cocaïne. C'est-à-dire que la Belgique, au cœur de l'Europe, les Pays-Bas, la Belgique devient des narco-États. Et Luc Michel a toujours accompagné les Africains. C'est pour ça que nous n'avons jamais toléré quand des gens veulent y introduire des sémences de tribalisme et de racisme en expliquant qu'un blanc ne peut pas défendre les causes africaines. C'est faux. C'est faux. La preuve, c'est Luc Michel. Donc, cher aîné Luc Michel, nous sommes fiers de toi. Il était le premier à dénoncer M. Sonko. À l'époque, le président Banda, j'étais dubitatif. Mais le président Banda me disait, M. Tatinda, Bertrand, tu verras dans quelques temps. Vous savez, l'Afrique centrale a ça de particulier. La CEMAC, c'est que ce sont des pays riches. Et ce sont des pays qui vont assumer un choix sur l'opération spéciale militaire en Russie. Et moi, j'ai envie de dire aux pays de la CEMAC que les intentions de déstabilisation vont aller en s'intensifiant en fonction de la situation de l'opération spéciale militaire. C'est une conséquence. Si un chef d'État... Comment est-ce que vous comprenez? Oui, comment comprendre cela? D'abord, à cause de la position des pays de la CEMAC, le président Obiang a assumé un accord stratégico-militaire avec la Russie. Oui. Le président a assumé. Le président Obiang a contesté la suprématie française. Nous sommes même allés jusqu'à dire que mes patriarches, mais rompaient les relations diplomatiques. Il a refusé d'être un pays vassal, d'être une enclave de la France. Il a refusé. Et quand vous voyez des positions être prises comme ça, elles sont prises en concertation. Vous vous êtes pas rendu compte qu'aucun des présidents de la CEMAC n'était présent à l'enterrement du président Déby? Ben vous croyez qu'ils n'aimaient pas leur frère? Eh bien parce qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas voir là.
Il y avait l'assassin là. Il ne voulait pas le rencontrer. Vous ne pouvez pas comprendre que le maréchal Déby tombe au front. Et le jour de ses obsèques, il n'y a pas le président Biya, il n'y a pas le président Obiang, il n'y a pas le président Sassou, il n'y a pas le président Bongo, il n'y a pas le président Touadéra. C'est vrai que c'est quand même curieux. Hein? Non, c'est pas curieux, nous on l'a compris. Mais en même temps, c'est eux qui vont sortir un communiqué pour reconnaître le Conseil militaire de transition. 30 minutes après la déclaration du Conseil militaire de transition de prise de pouvoir, ils vont sortir ce communiqué pour le reconnaître. Et dire c'est le partenaire privilégié, c'est l'acteur politique que nous reconnaissons, c'est le leadership du Tchad. Vous croyez que Washington ou des pseudo-opposants se réfugient? Washington n'a pas plié le petit doigt et dit à la moindre occasion, je veux faire voler ça en éclats. Ce qu'il faut saluer au sein de la CEMAC, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable coordination et d'échange d'informations entre les services sécuritaires. Ça, il faut le saluer. Il faut le saluer. Le Cameroun travaille avec la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la RCA. Il ne se passe pas une semaine. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les remises de plis fermés. Et nous allons crier sur les plateaux pour dire à notre leadership de plus passer par les téléphones. Si Mme Merkel était écoutée par les États-Unis, qui sont-ils? La CEMAC est truffée de satellites américains. C'est pour ça que vous constatez les plis. D'ailleurs, à chaque fois que le président Biya envoie un message au président Obiang, c'est le ministre délégué à la Défense, qui porte en main, accompagné de des hauts gradés militaires. Nous, on comprend. C'est le ministre délégué à la Défense, accompagné de la haute hiérarchie militaire, qui ira souhaiter ses condoléances à la veuve Déby et à M. Mahamat. Nous, on a compris le message. C'est des plis fermés, ça circule. Dont la CEMAC est dans le viseur. Parce que c'est la CEMAC qui sera le point d'ancrage du panafricanisme de la CEAC, dont les négociations qui ont cours à l'heure actuelle. Eh bien, on parlera de la RDC tout à l'heure. Vous verrez que c'est celui qui est à la tête de la RDC qui est même d'abord le problème de la RDC. Au-delà des Américains, lui, il en appelle à l'union sacrée. À quelle heure il vient en appeler à l'union sacrée? C'est lui le problème. C'est lui le problème, d'abord. Ce Tshisekedi, c'est un chef d'État, ça. Voilà les gens qui arrivent au pouvoir par accident. Regardez ce que ça donne. Ils sont aux portes de Goma. Ils ont décidé d'attaquer Goma ce dimanche. Peut-être Goma va tomber le soir. On attendra que Goma est tombé. Si Goma tombe, il doit rester à la tête du pays. On va arriver là tout de suite. Donc, première des choses. Deuxième des choses, refuser de faire appliquer les sanctions. Refuser de condamner l'opération militaire spéciale. C'est ça, s'assumer. Et Washington, avant ça, avait fait un petit calcul économique. Vous savez aujourd'hui que l'enjeu énergétique dans le monde est devenu aussi un enjeu de guerre. C'est que les majors américaines économisaient 8 $ quand le pétrole était pris sur des côtes d'Afrique centrale pour les États-Unis. 8 $. Et tout le long du trajet, il n'y avait aucun danger pour les tankers. Contrairement à aller prendre le pétrole sur les côtes saoudiennes, de traverser le golfe d'Aden, avoir un trajet beaucoup plus long, plus coûteux, et avoir cette tension dans ce qu'on appelle le canal d'Aden, le canal de Suez là, où on y retrouve le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Égypte. C'est le secteur le plus dangereux et de plus forte tension. Washington a donc décidé d'augmenter ses approvisionnements en pétrole et en gaz à partir de l'Afrique centrale. Et quand vous avez donc des présidents au sein de cette Afrique centrale qui assument des accords militaires, qui assument des accords politiques, géostratégiques avec la Russie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Les déstabiliser, les chasser du pouvoir. Exact. Et il y a 2 portes. Lesquelles pour entrer et déstabiliser. Moi, je vois 2 portes. Lesquelles? La porte tchadienne et la porte de RDC. C'est pour ça que j'anticipe sur l'affaire de RDC. Vous voyez bien cette histoire du M23, hein? C'est quelque chose aussi qui va servir de ce qu'on dit, j'ai envie de dire, d'une pierre 2 coups. Pour vous, la RDC, c'est un pont. Non, c'est un pont pour vous, la CEMAC. Vous ne voyez pas? Vous attendez que le M23 attaque Port-Gentil, lance des attaques
contre Brazzaville pour au Cameroun faire une analyse? Ou bien, si la tentative de coup d'État menée par les transformateurs au Tchad avait réussi, on en serait où? Vous voyez ces voyous prendre le pouvoir au Tchad et ne pas immédiatement faire que leur territoire soit une véritable base arrière pour déstabiliser votre Cameroun? Bah, je l'ai dit ici, au prix de la guerre, le Cameroun a besoin d'un Tchad stable. C'est la raison pour laquelle, moi je dis au prix de la guerre, il faut une RDC stable. Pas que je soutienne M. Tshisekedi. Il est soutenable? Il a quel projet? Il a quel projet? Il a tout déconstruit. Quand on lui remet le pouvoir, on lui remet des forces armées organisées. On lui remet un M23 vaincu. Le président Kabila a vaincu le M23. Il lui remet le pouvoir. Regardez la gestion du pouvoir. Je ne parle même pas de la gestion politique. Il n'a pas d'alliance avec qui que ce soit. Voilà les portes d'entrée. On aurait pu penser aussi à la République centrafricaine, mais le président Touadéra a été, comment je vais dire, il a anticipé sur ces menaces par un accord avec la Russie. Donc, vous voyez donc que cette CEMAC-là a tout intérêt pour les États-Unis. D'abord, pour cet enjeu énergétique et pour pouvoir faire aussi, comment je vais dire, que faire une belle reconfiguration géopolitique de cette zone. Souvenez-vous, qui chasse Abrimana du pouvoir? C'est M. Kagame. Qui est derrière M. Kagame? C'était les États-Unis. Mais sauf qu'en chassant M. Abrimana du pouvoir, ils font d'une pierre deux coups. M. Kagame vend aux Américains la déstabilisation de la RDC en expliquant aux États-Unis que si on a quelqu'un des nôtres en RDC, eh bien on fait d'une pierre deux coups. On a les richesses et on a le contrôle de la situation. On a le contrôle de la situation. Donc, cette guerre du M23, c'est une guerre aussi qui va forcément, dans le cas où ça perdure, et où Kagame arrive à avoir sa zone tampon, il pose le problème des génocidaires, de Hutus cachés en RDC. Mais ça ne justifie pas une attaque sauvage de la sorte. Et de l'assumer. Et que va faire M. Tshisekedi? Il va aller nouer avec M. Yuri Museveni, qui soutient militairement le M23. Au point d'autoriser l'armée de Museveni. Comment s'appelle ce pays? Le pays de M. Yuri Museveni. Ougandaise, d'entrer en RDC. Et c'est là a été relativement prodigieuse. Ça doit amener une véritable réflexion de fond. D'accord. Voilà pourquoi il faut soutenir le président bien. Nous l'avons toujours dit. Un panafricaniste n'est pas un influenceur. Cherche pas la sympathie. Ce sont les hommes à l'heure actuelle de la situation. Le président Obiang, c'est l'homme de la situation. Il a dit lui-même, hein, il a dit, hein, par exemple, en ce qui concerne les élections présidentielles, qu'il a été choisi parce que, ce sont ses propos, je suis le symbole de la paix qui règne en Guinée équatoriale. Il avait émis l'idée. Voilà. Il avait émis l'idée de prendre sa retraite. Voilà. C'est-à-dire, lors des dernières élections, il avait émis l'idée de prendre sa retraite. Les instants de son parti politique l'ont choisi. Mais regardez-vous même les enjeux. D'accord. Mais si les instants de son parti, mais nous au Cameroun, on serait allé le voir. Et dit, mes patriotes, vous ne pouvez pas partir. Et laisser le pays pratiquement avec les déstabilisateurs aux frontières. Nous allons plus loin. Quand il faudra questionner la question gabonaise, ben c'est un problème. Parce que le Gabon est passé à 2 doigts de la déstabilisation avec l'épisode de Ping. Et ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Et là, nous avons justement, on avait été relativement déçus que le président Ali Bongo accepta que les troupes américaines entrent au Gabon. Autre chose, vous êtes sans ignorer que Washington veut une base militaire au sein de la CEMAC. Vous êtes sans ignorer une histoire de ce genre. Vous êtes sans ignorer qu'ils ont voulu
fait pression sur Sao Tomé et Principe à partir du moment où les grands pays de la CEMAC ont dit ils ont voulu faire pression sur Sao Tomé et Principe. On a menacé d'exclure Sao Tomé et Principe de la CEMAC dans le cas où ils acceptaient cette histoire. Voilà les enjeux. C'est quoi la France avec 3-4 mercenaires? De Ferluc, j'ai expliqué que le coup d'État de Guinée équatoriale avait été structuré à l'hôtel Pullman. Je regardais encore l'autre jour les archives chez moi, je peux donner les heures de rencontre à l'hôtel Pullman à Paris, où le voyou de Deferlu qui se fait passer pour un patron de think tank, de la réflexion stratégique, tu sais, l'intelligence économique, ce qu'ils mettent dedans, c'est vos déstabilisations. Tous ces mercenaires qui viennent déstabiliser, ils ont ce qu'ils appellent des cabinets d'intelligence économique. J'ai jamais compris ce que c'est. C'est quoi, monsieur? Je pose pas des questions, monsieur. C'est quoi l'intelligence économique? Je vous renvoie la Non, même le question. grand frère Luc Michel va essayer de nous expliquer. Oui. Ben, ce sont des coups d'État, ce sont vos déstabilisations. Voilà. Or, la France n'ayant plus de moyens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'accrocher derrière Washington. D'ailleurs, même le M23 là, Paris est derrière. Mais sauf que Paris n'a pas de moyens opérationnels sur le terrain. Il faut Washington pour gagner cette histoire. Donc voilà pour moi les enjeux de cette histoire. Et il faut conforter davantage les relations avec la Russie. Soutenir le leadership de la CEMAC et renforcer la concertation, y compris avec nos frères du Nigeria. C'est pour ça que les élections présidentielles au Nigeria l'année prochaine sont fondamentales aussi, c'est-à-dire les élections générales au Nigeria pour la suivi au sein de la CEMAC. Très bien. On va voir au niveau des solutions. On vous donnera la parole, Bertrand Tatinda. Merci beaucoup. Vous êtes dans l'histoire politique. Alors, président Mbandakani, après ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez lecture? Est-ce que vous êtes aussi de ceux qui pensent que l'Afrique centrale aujourd'hui est victime de sa position géostratégique, victime de sa gestion et de sa vision des crises internationales, comme actuellement la guerre en Ukraine, la Guinée, par exemple, victime de ses richesses, le Cameroun, bien entendu, la SCA aussi. Alors, ces pays souffrent de ces atouts-là, de ces potentialités. Ben, je crois qu'on va se répéter, hein. On va juste se répéter. Il faut comprendre la géopolitique américaine dans son ensemble, le militarisme américain, qui est même une façon qui est joué économique, c'est-à-dire que c'est une forme d'économie par la guerre et la militarisation des espaces. Vous n'avez qu'à voir la configuration des bases américaines dans le monde. Comment c'est dispatché, c'est organisé. Vous allez comprendre le projet géopolitique américain. Vous allez comprendre aussi que la dynamique qui est en train de distribuer le rôle à partir du théâtre ukrainien pose sérieusement, remet sur la table, n'est-ce pas, le dispositif géopolitique américain. D'ailleurs, ça se voit à mon niveau même aujourd'hui, on est en train de repenser la carte militaire américaine à l'heure où nous parlons. Ils sont totalement en train de revoir toute leur stratégie militaire à l'heure où nous parlons. Quand vous regardez tout ça, et que l'arrière-plan africain, qui, du point de vue des Américains, n'était qu'une réserve de matières premières, mais qu'une sécurisée pour eux, pour les Américains. On avait confié la France dans ce sens. Elle est incapable, parce que la France est dirigée par des vantards vides. Ils se vantent alors qu'ils sont vides. Vides. Et je suis très prêt à dire vantards vides, parce que, bon, maintenant, que les Français gèrent leur affaire là-bas. Les gens doivent dire comment la démocratie permet d'élire les gens comme Macron, d'élire tous ceux qui élus là depuis 30 ans. Ils étaient élus démocratiquement pour conduire la France. Mais c'est une parenthèse. Donc, dans le monde va se multipolariser. C'est irréversible, c'est arrêté, c'est parti. Alors, je vous parle, l'Inde est en train de négocier avec au moins 10 pays pour faire le commerce dans les monnaies nationales. C'est-à-dire que le dollar américain, tout pays normal a compris qu'on ne peut pas continuer avec le dollar américain. C'est-à-dire que c'est même pas une affaire de patriotisme, c'est même une affaire de suivi alimentaire.
C'est une monnaie pourrie, c'est-à-dire que personne. Les Américains le savent. Ils le savent. Donc, ça amène les Américains à réajuster très très rapidement leur schéma géopolitique. Fondamentalement, c'est la doctrine Mackinder. Si nous occupons l'Eurasie, et particulièrement la Chine, l'Eurasie, on domine le monde. C'est la vieille doctrine qui nourrit la géopolitique américaine et sa stratégie militaire. C'est l'enjeu de Taïwan, c'est aussi en partie l'enjeu de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Amérique est sérieusement bousculée. Sérieusement bousculée. Ouais. C'est-à-dire que l'alliance entre la Chine et la Russie est une alliance qui déstabilise sérieusement les États-Unis. Ouais. Je ne parle pas de son pourrissement interne, hein, parce que la putréfaction interne américaine est très avancée à tout point de vue. À tout point, très avancée. Et le dollar en lui-même est pourri. Pourri. Donc, ça veut dire quoi? Pendant ce temps, la France qui était censée être le gardien d'un précaré pour le compte de Washington, parce que depuis que De Gaulle a quitté la scène, bon, en lui-même déjà c'était un cas pour nous. Maintenant, il a quitté la scène, aucun dirigeant français n'a l'envergure de Gaulle. Je dis, mais dans le contexte français, hein, De Gaulle n'est pas un modèle pour moi. Pour nous, c'est un assassin. C'est un assassin. Mais dans le contexte français, De Gaulle a quand même pu dire, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a gagné grâce aux Africains. Il a pu dire non aux Américains. Il a essayé de maintenir la France hors du giron américain. Ça s'est traduit par un ensemble de choses. Il a quitté l'OTAN, tout ça. Ça veut dire qu'on a voulu le tuer, tout ça. Il a quitté l'OTAN, tout ça. Donc il a réussi à vendre une idée de la France. Il a vendu cette idée de la France. Dans le fond, il n'y avait rien dedans. Et il a pu obtenir ça. Ok, vous avez un précaré. Vous le soutenez dans... on vous le conseille pourvu que vous le maintenez dans ce qu'ils appellent le giron du monde libre. Tu as la spécificité française que tu as, mais tu restes dans le giron du monde libre. C'est-à-dire que nos accords à Yalta, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale, on a des accords là. Tu dois être en mesure de rester dans le cadre là. Et on va, pendant ce temps, on endigue le communisme. On endigue le communisme. Mais la France, depuis très longtemps, élit démocratiquement des voyous. Des nullards sont démocratiquement élus. Quand ils ne sont pas des agents commerciaux, des banquiers, de la rue, ce sont des gens comme les... C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucun projet pour leur pays. Depuis 30 ans, la France est complètement désorganisée. La France n'a pas compris la signification de l'héritage de De Gaulle. Comment continuer ça pour garder la France dans le rôle qu'elle a pu obtenir après le Deuxième mondial, grâce à l'Afrique. Grâce à l'Afrique. Elle a préféré la France-Afrique, le pillage à l'état brut. C'est-à-dire qu'une politique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est même pas villageois. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre nom. C'est-à-dire une irresponsabilité jamais vue. Et ça fait que, n'est-ce pas, à l'entrée du XXIe siècle et à la fin du XXe siècle, tout le précaré français est enlisé dans la pauvreté. Dans la pauvreté extrême. Et du coup, donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens ne croient plus à l'idée d'une coopération avec l'Occident et la France. Non, l'Occident et la France. Mais les Américains voient tout ça. Les Américains eux-mêmes, vous voyez très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont vassalisé complètement l'Europe, c'est fini. Ils ont accéléré, parce que l'Union européenne, c'est un comptoir américain à la base. Les Américains qui créent ça à la base. Maintenant, ils ont complètement vassalisé à la faveur de la crise ukrainienne. Ils ont mis l'Europe en crise en remplaçant un gaz non polluant, bon marché, par un gaz extrêmement polluant, très cher, gaz naturel liquéfié, très cher. Les industries européennes sont complètement à terre. À terre. Et l'Allemagne maintenant est en train de courir en Chine. Elle courir en Chine. Et l'Europe là au bord de l'explosion. Ça va exploser là. Il n'arrive plus à tenir. Et les Européens qui disent que non, vraiment, l'Allemagne maintenant va à Chine pour venir inonder le marché européen des produits chinois moins chers. Oui, ça va dans tous les sens. Alors ça, c'est si
C'est ce que l'Amérique fait. Si l'Amérique fait ça à l'Europe, en Afrique, c'est comment? L'Amérique sait très bien que si elle ne récupère pas l'Afrique, mais l'Afrique, dans sa lecture américaine, va être l'arrière-cour de la Chine et de la Russie. Et bien dans leur lecture, dans la lecture américaine. Or, la présence russe et la présence chinoise, que ça fait? C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens croient, ça va valoir de matière première. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui produisent de matière première, naturellement prennent de la valeur. Or, les Américains ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire qu'ils veulent les matières premières gratuitement. Merci, docteur Mazeki. Ils les veulent gratuitement. C'est leur réserve. Gratuitement. Parce qu'un pays qui est surendetté ne veut pas se permettre de laisser que une politique, parlons comme ça, d'extractivisme, ne soit pas où on laisse que les matières premières à l'état brut ne soit pas, n'est-ce pas, sous leur contrôle total et absolu. Je parle de ça. Je laisse de côté ce que représente le golfe de Guinée en termes de façade maritime. Quand il dit façade maritime, je suis en train de dire route maritime stratégique dans le cadre de leur plan. Asseyez-vous, prenez le golfe de Guinée, regardez la carte. Vous voyez la nation du dispositif maritime, météoro-maritime américain. Vous allez comprendre pourquoi la façade de la Guinée est très importante. D'où la question des bases militaires qu'a soulevé Bertrand Tassino. Très important. Il est évident pour ceux qui ne veulent pas les voir. Et c'est pour ça qu'ils ont voté une loi. Je ne sais pas comment on va faire avec les Africains. Demandez-moi pourquoi les Américains peuvent, en plein début du 21e siècle, aller voter une loi où on dit qu'on interdit aux Africains de commercer avec la Russie. Mais soyons sérieux. Mais quand vous le faites, c'est que vous décidez de vous faire haïr par une bonne partie de l'opinion américaine. Ce qui n'a pas empêché les Africains de faire ce qu'ils veulent. Non, je suis au niveau de l'analyse de l'acte. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont tellement vu que c'est mauvais. Et là, maintenant, ils commencent à dire que dans la deuxième chambre, ce qu'ils appellent la chambre, la deuxième chambre, que non, il faut relever cette loi parce qu'elle est mal ficelée. Donc, ce qui constate que, ce n'est pas applicable. Mais deuxièmement, en termes d'image, l'Amérique est en train de se mettre à dos l'opinion publique africaine. Or, c'est qu'elle ne veut pas. Tactiquement, elle veut qu'on continue à haïr la France. Et comme ça, elle vient opérer avec sa virginité coloniale en disant que la démocratie. Donc, rapidement, ils sont en train de dire qu'il y a un débat. Ils veulent rejeter cette loi en disant que non, ça a été mal ficelé. Or, elle a été votée en première chambre. Hein. Ça a été voté en première chambre. Bon, alors, comment un pays, dites-moi, si ce qu'on raconte là sont des histoires, si nous sommes en train de blaguer ici, qu'est-ce qui pousse l'Amérique à dire que moi je vote une loi, quiconque commerce avec la Russie, n'est-ce pas? Je veux sanctionner, je veux renverser son pouvoir, je veux même tuer. Parce qu'ils sont allés jusqu'à décider les individus, des gens comme nous là. On peut nous tuer et c'est normal, c'est légal aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un président américain peut décider de nous tuer parce que nous parlons en faveur de la Russie d'après eux. Mais pourquoi ils arrivent là? Mais c'est la guerre pour les matières premières, qu'est-ce que vous croyez? C'est la guerre pour les matières premières. Parce que ça va être très difficile pour l'économie américaine dans les années qui viennent. Ça va être très compliqué. Quand l'Arabie Saoudite défie l'Amérique, Biden dit n'augmentez pas le prix du pétrole. Avant 2 mois, j'ai élection dans quelques mois. Le prince saoudien dit va te faire foutre. Il se déplace, il va le voir. Il boit la tasse. Le gars ne bouge pas. Mais ça vous dit rien. L'Arabie Saoudite, qui était le pilier du pétrodollar, qui a justifié le remplacement de l'or. Ils ont remplacé l'or. Ils ont dénoncé les talons or, n'est-ce pas, pour le remplacer par le pétrodollar. Sur la base, c'est l'Arabie Saoudite qui est le centre là. À l'heure actuelle, le gars vous dit, il a baissé, il a refusé d'augmenter la production. Biden a gueulé comme il voulait. Il n'a pas augmenté la production. Et ça peut faire tomber Biden aux élections. Ça a un impact direct sur les élections qui arrivent là, là. Je crois que c'est le week-end prochain. Le midterms. Donc, mais, quand vous voyez tout ça, il reste à faire quoi? Accélérer la guerre pour non seulement capter des matières premières en Afrique, pour avoir une base arrière en la matière, comme c'est écrit dans cette loi d'ailleurs. Allez lire cette loi. Il est question de sécuriser leurs approvisionnements en matières premières.
matière première qu'ils qualifient de matière première stratégique. Alors, il vous a parlé. RDC, Cameroun, bref, toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale. Et pourquoi? Dans la géopolitique américaine, c'est quoi? Ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils analysent. En Afrique de l'Ouest, la Russie les a damnés. Pour eux, non n'existe pas. Les Russes réfléchissent à notre place. Bon, laissons-les dans leur folie penser comme ça. Et pour eux, c'est pour ça qu'ils analysent. Ils disent que bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans la Russie? Donc nous, on ne réfléchit pas, on n'existe pas. Ils dit qu'on est stipendié par petit interne, qui n'arrive même plus à sortir de son palais. Mais les Américains réfléchissent, ils disent ok. Quand on fait la sociologie politique de l'Afrique centrale, il y a des dirigeants qui ont 1000 ans au pouvoir et qui sont tous en fin de cycle. Donc, les fins de cycle politiques sont des occasions où les navires tanguent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accentuer le chaos dans ces pays-là et ramasser le pouvoir. Allez-vous le ramasser, d'obliger les forces montantes à négocier avec nous pour les matières premières. C'est ça les opérations avec les gens comme le Success Marat. C'est tout. Aussi simple que ça. Avec celui qui a l'Union africaine. Nous avons demandé à Mahamat Déby de dénoncer Mahamat Faki, le chef de le pouvoir. Le chef le dénonce, il dégage de l'Union africaine. On ne t'a pas élu à l'Union africaine pour que tu ailles négocier ton futur poste présidentiel. Tu es là-bas pour défendre les intérêts de l'Afrique en général et du Tchad. Conformément aux instructions de ceux qui sont au pouvoir au Tchad. Parce qu'on l'a placé là-bas pour ça. Mais regardez-le. Il passe son temps à peaufiner son image avec qui? Les Américains. Il était avec Blinken l'autre jour. Elle dit ce que Blinken a dit. Il prend les photos partout. C'est-à-dire que partout. Pourquoi? Que cherche l'Amérique? Ce sont les matières premières. Ce sont des bases militaires pour parachever tout le dispositif géomilitaire qu'ils ont dans le monde, n'est-ce pas? Et deuxièmement, c'est soutenir le dollar. Dans la mesure où on peut encore soutenir ça. C'est soutenir le dollar. Voilà. Donc, vous voyez donc au Cameroun, vous voyez au Tchad, vous a dit, le Tchad est un pays en transition qui est fragile, qui est très fragile. Quoi de mieux que de financer la rhétorique paresseuse qui flatte, qui est prête à consommer des Africains, la démocratie, l'élection à 2 tours, des petits comme ça. On ramasse des gens, on finance ça. Dès que tu fais du maintien de l'ordre, on te diabolise. Oh, chez eux, ils font du maintien de l'ordre. Ils tuent chez eux. Aux États-Unis, quand on tire sur les gens là-bas. Je ne dis pas les gens qui tuent sur les noirs par racisme, ou bien que c'est les mêmes. Je ne dis pas les fous qu'ils ont là qui tuent partout. L'armée américaine, l'État américain, quand il y a les émeutes, on fait quoi? L'armée descend dans la rue. La grève nationale. L'armée. Comment de fois l'armée descend dans la rue? Comment de fois on décrété l'état d'urgence aux États-Unis? Combien de fois? En France, qu'a fait Macron avec les gilets jaunes? Qu'a fait Trudeau avec le convoi de la liberté? Pour ne pas seulement ce cas, aller en Hollande partout, ils tirent sur la population quand les gens marchent. Et là-bas, ce n'est pas la tuerie, parce que la Cour européenne de l'homme a donné le pouvoir aux États, dans des conditions précises, de tuer. Allez lire l'article 1, article 1, article 2 de la chaîne de la Cour européenne. Allez lire. Allez lire. Donc, c'est que les Africains sont émotifs, on va jouer dessus. Mais quand tu es émotif, tu vois pour le fond des choses. Le Tchad, c'est un pays riche. On en découvre tous les jours au Tchad. En matière de... On en découvre tous les jours au Tchad. Et comme je vous ai dit, dans la géopolitique américaine, quelle est la base? C'est d'embraser un endroit normal. On embrase le cas où on met le feu. Et après, maintenant, ils placent leur pion. Ils commencent toujours comme ça. Là où c'est stable, ils embrasent, ils mettent le feu. Et maintenant, ils placent leur pion. Donc, vous voulez déstabiliser l'Afrique centrale, embrasez le Tchad. Ouais, c'est tout. Embrasez le Tchad. Le Cameroun, d'après eux, l'analyse, c'est clair. Je suivais hier, je suis sur Internet hier, et j'ai regardé le titre de RFI. Ça m'arrive une fois sur 1000 de m'arrêter sur RFI. Parce que moi, je suis pas RFI. Et qu'est-ce que vous avez vu? Très bien. Ils disent,
Comment expliquer une telle longévité au pouvoir? Pendant le président Paul Biya. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Comment a-t-il pu Il nous a dépassés. Oui. Comment a-t-il pu échapper? Bon, maintenant, il nous a dépassés, mais il ne veut pas dépasser les lois de la biologie. Préparons donc Le chaos. Le chaos. D'abord, on a le pays ingouvernable en manipulant les barons qui sont au gouvernement, et c'est l'inertie. On bloque. On bloque. On entretient un conflit entre le président et ses ministres qu'on soutient derrière. On les soutient. Il y en a même qui commencent à refuser d'aller se présenter devant la justice. On commence à faire ça. Pour rendre le pays ingouvernable, on veut créer un chaos. Parce qu'on estime que même par là, on peut trouver une faille. Et on pénètre dedans. On soulève les opposants qui commencent à parler de transition alors que quelqu'un a été élu pour 7 ans. Et une élection à laquelle ils sont allés. Hein. Eux-mêmes sont allés. On les a dit, n'allez pas, ils ont dit on part. On a dit de partir, ils disent qu'on part, il faut aller aux élections. Le président a été élu pour 7 ans. Mais alors nous parlons, on est déjà au Cameroun. Tout le monde c'est la transition ouverte. Quelqu'un vous dit que j'ai seulement fait 3 ans, fait de l'association. Non, personne ne veut faire l'association. Belek là, c'est mathématicien. Ils refusent de faire l'association mathématique. Non, ils ont dit transition. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le chaos. C'est fait exprès. C'est le chaos. D'abord, on crée une atmosphère dans la tête des gens. On installe le pays dans une atmosphère où on délégitime l'action du gouvernement. On vous amène à haïr le gouvernement. On vous amène à dire que... Donc vous êtes prêts à accueillir un messie. Vous êtes prêts à accueillir le chaos. Ça, c'est la signature des États-Unis. C'est eux ça. Pourquoi? Ils cherchent les matières premières. Ils veulent démocratiser le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une démocratie vide, où il est question que Pierre remplace Paul pour ne rien faire en dehors de voler l'argent et aller placer chez eux. Et plus tu places l'argent chez eux, plus on te tient. C'est ce qu'ils appellent la démocratie. Donc, une classe politique vide qu'ils fabriquent, sont dans des sectes. Ils ont pas les gens dans des sectes. Ils n'ont aucun projet pour le pays, puisque le projet, on l'écrit dans les ambassades occidentales. Il n'y a rien de plus que la démocratie. C'est-à-dire que le projet, c'est quoi? C'est que bon, je vais être en paix avec le FMI. Je vais développer l'entreprise privée. C'est tout ce qu'on raconte partout dans ces gens-là. Aucun programme ne va au-delà de ça. Tu fais 2 mandats, tu pars, on te remplace. Vous n'avez aucun moyen de faire une véritable programmation géopolitique pour libérer votre pays. Donc, les choses sont claires. L'ambition américaine est claire. Reprendre l'Afrique centrale, c'est vital pour les États-Unis à l'heure où nous parlons. Dans la guerre qu'elle va mener contre la Chine et la Russie, elle est obligée d'avoir, comme par l'histoire, c'est toujours été ça. C'est toujours l'Afrique qui a servi de base à ces gens-là. C'est toujours l'Afrique qui a servi de base pour enrichir l'Europe, pour enrichir les États-Unis. Le capital occidental, qu'il soit américain, qu'il soit européen, c'est l'Afrique qui a donné le capital. Donc, et pour que ça soit comme ça, vous devez revoir vos ambitions historiques au rabais. Vos matières premières doivent ne pas vous appartenir. Pas d'industrie chez vous. Une main-d'œuvre d'esclaves. C'est grave ça. Je vous dis ce qui se passe. Mais c'est l'esclavage qui enrichit. C'est le projet. Oui. C'est ça. Au départ de l'industrialisation, aucun des ouvriers n'aurait jamais abattu tout le travail qui a permis à l'Amérique de devenir la première puissance du monde. Ils avaient une main-d'œuvre gratuite, exploitable à merci. C'est ça qui Voilà a développé les États-Unis. le secret. Et c'est là-dessus qu'ils veulent revenir. Vous ne pouvez pas maintenir le dollar à l'état où ils sont. À l'état là. Sauf cette fausse monnaie là. C'est une fausse monnaie pourrie. Si vous n'empêchez pas le pays de libérer leur force productive et de produire pour eux-mêmes d'abord, pour leur marché d'abord, pour nourrir la population d'abord, il faut que vous produisez à bas prix pour soutenir le dollar en nourrissant la consommation intérieure américaine à un niveau que c'est eux qui fixent. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, prenez la question des céréales, prenez par exemple un pays comme le Brésil. Quand vous voyez un pays comme le Brésil, on vous dit première puissance économique d'Amérique latine. Ça c'est pour la façade. Mais quand vous entrez dans le détail,
Les entreprises brésiliennes sont dans les mains de qui? Et ils exportent où? Et pendant ce temps, les Brésiliens me mangent quoi? Ils sont dans les favelas. Les paysans brésiliens qui veulent produire n'ont pas de terre. Ils exportent ce qui est nécessaire au marché américain. Et ça soutient une consommation financée par le crédit. Et le crédit lui-même vient de quoi? La planche à billets. C'est-à-dire on fabrique le dollar, c'est un papier qu'on multiplie comme on veut. Mais quand c'est grave, qui paye ça? Ce sont pas les États-Unis qui payent. C'est vos pays qui payent. À travers un jeu de balance. Ils payent. Ils posent la valeur quand ça arrange, ils la baissent quand ça arrange, et ils croisent ça avec les produits du FMI. Il faut qu'ils aillent prendre l'argent au FMI. Et quand tu n'es pas en paix avec le FMI, Tu es mort. tu ne peux pas prendre l'argent ailleurs. Hein. Oui. Attention! Oui. Attention! C'est-à-dire que quand tu ne peux pas avec le FMI, tu vas aller de guichet, fermé. La Russie, c'est parce que Fermé. la Russie peut ouvrir une vanne de substitution. Même la Chine. Il s'agit d'empêcher la Russie de pouvoir nous venir en aide. Pareil pour la Chine. Le statu quo demeure éternellement. Voilà. Mais dans les années 80, après la Chine du mur de Berlin, après, la Chine demande d'entrer dans la capitale du FMI. À fond, elle doit entrer. Washington dit niet. Niet. Selon les Chinois ont compris que même notre deal avec vous là. Attention. Mais l'affaire là c'est sérieux. La Chine comprend que non. Il faut multipolariser le monde. Les gens se préparent à ça depuis. Hein. La guerre en Ukraine, ça ne tombe pas du ciel. Ça se prépare depuis. Donc vous voyez très bien que ce soit les matières premières, que ce soit la ressource humaine, parce que vous ne comprenez pas, il y a une bataille sérieuse pour contrôler l'être humain. Vous ne voyez pas ça? Elle dit quand tu as une population, il n'est pas question que tu la contrôles. L'Amérique veut contrôler ton population à ta place. C'est que tu peux faire aux États-Unis. Dites-moi quel est le pays africain qui peut aller faire une. Elle dit que vous pouvez arroser les États-Unis avec quel projet? Quel média africain peut arroser les États-Unis? Elle dit que comment les Africains peuvent influencer la population américaine? C'est interdit. C'est impossible. Pareil en France et partout. Mais vous, regardez les pays africains. Nos populations suivent quel média? Allons-y, hein, c'est ce qu'on parle. RFI. Nos cerveaux sont branchés où? RFI, Voix d'Amérique, CNN. Il dit que faut voir. Nous sommes arrosés matin, midi, soir. C'est pas le hasard. Il s'agit de nous contrôler. On contrôle nos cerveaux, on te contrôle. Et du coup, toi, tu es au Cameroun, mais tu obéis à l'État américain. C'est la géopolitique, monsieur. C'est la géopolitique. Heureusement qu'il y a Afrique Média. Mais tu as les matières premières, tu as les hommes, tu as le territoire qui doit échapper. Travailleurs. Vous voyez comment ils attirent maintenant la loterie américaine. N'importe quoi. Parce qu'ils ont besoin des Noirs. C'est l'immigration choisie. Hein? Mais L'immigration choisie. je vous dis même pas ce qu'un gars qui gagne la loterie va faire aux États-Unis. Attention. Vous pouvez trahir le secret, pour exemple. Mais on te dit ce que tu vas faire. Et quand tu arrives, on t'envoie travailler Dans un là secteur. où on veut. Oui. Et là-bas, c'est dans des secteurs où ils n'ont plus de compétitivité, délaissés. Et ce que les Américains ne peuvent pas faire, on t'envoie là-bas. Oui. C'est même pour les chantiers. Sinon, vous savez autre chose. Je vous le dis. Il faut que les prisons américaines, aujourd'hui, beaucoup de patrons américains recrutent dans les prisons. Oui. Ça veut dire qu'on enferme les gens pour que par derrière ils aillent travailler dans les entreprises à bas coût. C'est pour ça que la mafia carcérale aux États-Unis, c'est une démocratie carcérale. C'est grave. C'est comme vous dire, allez vérifier. Hein. Même, on cache aux États-Unis, si on attrape un Américain qui filme aux États-Unis, un Américain, hein, tu filmes des images défavorables aux États-Unis, tu envoies ça à l'étranger, on te condamne, c'est la peine de prison, c'est une trahison. Est-ce que vous le savez? Pas comme ici en Afrique, tout on filme, les réseaux sociaux on filme, on balance, on est content, on dit que on rit, un peu comme les singes en passant. On rit, on dit, tu peux pas. Tu peux pas. Mais nous, on électionne, vraiment, ils sont très démocrates. Moi, je parle avec les Américains tous les jours. C'est une société policière. Là-bas, on ne joue pas. Policière. Donc, les matières premières, nos territoires, les hommes qui y habitent, mes amis, nos façades maritimes, sont un enjeu majeur dans la guerre pour le conflit.
À un moment où le dollar est contesté, vous croyez que les Américains vont faire quoi? Ils reviennent en Afrique. Bien sûr. Quelle était la base de leur richesse? Ils reviennent en Afrique. Et pour livrer la guerre, et cette loi est claire. C'est l'esclavage Cette loi est qui a claire. permis à l'Amérique d'émerger. Claire et nette, cette loi-là, elle est claire. Même s'ils enlèvent ça, non, ils vont enlever pour leur... Ils vont faire. Écoutez ce que nous, là, une nazie, la démarre était là. On est secrétaire de quoi, machin, sous-secrétaire, je ne sais pas, aux affaires étrangères, c'est un truc comme ça. Mais il faut voir ce qu'elle dit. Mais c'est pour ça que, comme vous dites, on est là. Parce que la guerre contre la France, la guerre géopolitique contre la France, qui était une guerre nécessaire et juste. Et juste parce que la France a trahi les Africains. Cette guerre-là, c'était une guerre d'échauffement. Ça nous a permis de préparer la vraie guerre. Qui cette fois-ci, on va la livrer. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur Moubarak. Aboubakar, pardon. C'est ça qu'il s'agit et c'est ça qui est en jeu dans la stratégie américaine qui consiste justement à anticiper sur tous les pays. Je vais vous dire, ça va vous faire. Si l'Amérique peut saboter Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de la justice en Europe, et que les Européens ne disaient rien, ils savent, hein, fermer la bouche. Pourquoi fermer la bouche? Pourquoi la France, au lieu de dénoncer les États-Unis, va dénoncer l'adversaire qu'on appelle la Russie? Or, Macron et les Américains savent Nord Stream. Et la France est actionnaire de l'entreprise qui a Nord Stream. Au lieu que Macron dénonce, Macron se tait, il attaque la Russie, il ne dit rien, il se tait. Olaf Scholz ne dit rien, il court seulement pour comment mieux quartier, il va en Chine. Alors qu'il y a une acte de guerre hein, qui a été posé contre eux. Pourquoi? Bon, si l'Américain font ça pour l'Europe, vous n'êtes pas en train de voir que... Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas en train de voir que... Là-bas, ils veulent chasser la France de l'Afrique. Ça les arrange qu'on chasse. On a un document. Ils ont un document où c'est écrit, où ce plan-là est écrit. On chasse la France. On chasse la France. Mais pour prendre tout ce que la France, entre guillemets, avait. Nous ne voulons plus d'intérêt. Inter-impérialiste a atteint un niveau de compétition tel que les cadeaux qu'on faisait, c'est impossible. Parce que, pourquoi? Parce que les anciens ennemis d'hier qu'on a dominés sont de retour. La Russie est de retour. La Chine est de retour. L'Inde arrive en force. Donc, des centres géoéconomiques et no pity in business. C'est fini. Les cadeaux qu'on a donnés hier à la France et à l'Allemagne, prennent fin. C'est fini. Et l'Amérique entre en scène. Elle prend. Elle récupère tout ça. Mais quel est le projet américain? L'Amérique a quel projet pour le monde? L'Amérique a quel projet pour l'Afrique? Est-ce qu'elle peut avoir? Elle est dirigée par qui? Vous prenez les républicains, vous prenez les démocrates. Quel est le projet? L'Amérique, ce sont les affaires. On vend tout. Ils vendent, même la Maison Blanche, on vend ça, on met ça en bourse, on vend. Ils vendent tout. C'est-à-dire qu'ils vendent tout. Ils ont quel projet, les Américains? À outrance. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous, Président Badakani. On a toujours beaucoup de plaisir à vous écouter. Alors, pardon, professeur Jean-Paul, on va sortir de ce sujet avec vous. Au regard de ce que vous venez de suivre, les précédents panélistes, et tout de suite le président Badakani. Alors, dans la sous-région Afrique centrale, pour ces différents pays, comment faire pratiquement pour s'en sortir? Oui. Je voudrais d'abord rendre hommage à un autre héros national, Roland Félix Moumié, qui est décédé, c'était le 3 novembre 1960. Donc ça fait à l'âge de 35 seulement. J'ai dit quoi? Non, assassiné, ok. Assassiné, empoisonnement au thallium. Il avait lui-même diagnostiqué l'empoisonnement. Puisqu'il était médecin de son état, mais on ne l'a pas écouté. Il était empoisonné. Et président, là, tu m'obliges à dire quelque chose de plus. Parce que là, tu remues un peu le couteau dans la plaie, là.
il y a beaucoup de choses, souvent on ne prend pas la peine de regarder le paysage. La scène, c'est Moumié est là, assis avec un autre Camerounais. Il n'était pas seul en face de Bechtel. Il était avec quelqu'un qui a arrangé le rendez-vous, Chapchet. C'est Chapchet. C'est Chapchet alors, ok. Bon, ils étaient avec Chapchet. Et lorsque Moumié, on le piège, on dit qu'il y a un appel téléphonique. Il va écouter. C'est parce qu'il a confiance en Chapchet. Oui. Il est sûr, est-ce que quelqu'un va mettre du poison dans son si Chapchet est à côté? Mais comment le Bechtel a pu mettre le poison? Nous vivons avec ce genre d'événements malheureux, les trahisons de toutes sortes. Donc, monsieur Chapchet, bravo à vous, hein. Vous avez tué un de vos frères, vous avez tué un héros national, vous êtes encore vivant. Il est mort de mort naturelle de toute façon, même s'il n'est pas vivant. Voilà. Et s'il est vivant, en tout cas, bravo, c'est bien. Soyez fiers, mais le combat continue. La sémence, le sang des héros. C'est ça, non? Oui, de patriotes, n'est-ce pas? Voilà, donc Ernest Randier lui-même fusillé à la Bafoussam, 1971. J'étais encore au lycée Dios, je crois en 6e. Alors, donc, une fois que j'ai rendu hommage à Félix Roland Moumié, et sa femme aussi qui est morte de façon mystérieuse ici au Cameroun, violée et puis assassinée, 2009, bizarre, que j'ai connu, Marc Moumié, je l'ai connu. Et sa tombe en Guinée a été profanée, on trouve ni le cercueil ni le cadavre évidemment, ça a été profané. Et je le sais parce que Marc Moumié était là-bas, il y a même un film qui a été fait, et j'ai vu. Je vous dis que j'ai connu Marc Moumié. Le film a été projeté à Paris dans un cinéma qui s'appelle le cinéma de la Clé. C'est au métro Sancier de Menton, il y a une faculté à côté là, une faculté de Sancier. Et elle pleurait, son mari n'est plus là. Alors maintenant ici au Cameroun, toujours pour d'abord reprendre ce que le président Madakani a son coup de gueule, eh ben, est-ce qu'il y a un lycée Roland Moumié ici? Zéro. Pour ne pas dire avenue, il y a quoi? Il y a même à Fumban, il est né à Kodji, c'est à côté de Fumban. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit en premier? Mais il y a des avenues de Gaulle, jusqu'à Destin. Ok, voilà. Et à kilomètre 5, président, notre armée nationale. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'hôpital. Mais notre armée nationale. À kilomètre 5, là. On l'appelait à l'époque kilomètre 5. Moi, quand mon enfant, on appelait kilomètre 5. Oui. Il n'y a pas un camp militaire là qui s'appelle Maréchal Leclerc. Tout à fait. Quelle honte. Mais nos militaires font quoi? Quelle honte! On est content quand vous battez le bire, tout ça là. Mais quelle honte! Ça sonne pas à l'oreille, dans vos oreilles là. Quand Essama est capable de couper la tête à la statue de Leclerc, vous continuez à porter le nom Maréchal Leclerc pour l'armée camerounaise. Oui. Et c'est une honte, président. Et moi j'ai vécu en France. Ça veut dire que quand un Français débarque ici, ce sont en terrain conquis. Oui. Et même si aujourd'hui ça commence à être chaud pour eux, ils sentent quand même que la partie n'est pas totalement perdue. C'est ça qui explique les succès Masra. Et je voulais en venir là-dessus. La dernière fois, il y a 2 semaines, quand on a fait un débat ici, président, on n'était pas en opposition sur ce Masra. Il faut dire la vérité. L'opposition venait, je vais donc citer Abdoulaye Diop pour faire court. Abdoulaye Diop a dit, une semaine après, il y a eu un sommet à Dakar, je crois, il a dit que les considérations géopolitiques ne doivent pas primer sur la vie des populations. C'est dans ce sens-là que nous argumentons. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même mort. Que les morts soient dues aux endocolons avec cette révolution de couleur, ok? Parce qu'ils ont tué aussi les militaires, ils tuent aussi les civils. Oui, mais c'est pas ça, président, c'est pas suffisant. Moi, je suis physicien. Vous connaissez pas mon niveau. Vous l'avez jamais testé. Oui, on a fait les cours de mathématiques, mais le niveau en physique, vous l'avez testé? Jamais. Jean Cadry, c'est un doctorat. Il n'a qu'à s'exprimer lui-même. Hein? Et comment on m'a récompensé là, ce sujet-là? Vous ne m'avez jamais testé. Vous ne connaissez pas vraiment mes compétences. Donc, moi, je suis de l'école de Diop, c'est-à-dire l'excellence. Nous cherchons l'excellence, l'exactitude, l'excellence. Donc, le fait que ce Mahamat soit acquis, puisqu'il a été adoubé par le chef d'État à la CEMAC, qu'il soit acquis, ne l'excuse pas. Le moindre mort compte. Pourquoi il ne les a pas protégés? Il faut l'exigence.
Mais c'est cette exigence qui fait que les endocolons n'aiment pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est exigeant. L'exigence ne se contente pas de dire, oui, là, avec nous. Non. Tu es avec nous, mais est-ce que tu as protégé la population? Si tu ne protèges pas la population, et puis les exemples que tu as donnés, Président, ne sont pas corrects, en quoi les Occidentaux sont un exemple? S'ils tuent les leurs parce qu'ils font la répression, est-ce que nous aussi on doit s'inspirer d'eux? La réponse est certainement non. Donc Mahamat, son problème n'est pas qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est pas avec nous. Non, le problème c'est qu'il n'a pas su protéger sa population. Même s'il y a manipulation, tu dois quand même protéger ta population. Même si elle se trompe, elle est dans les errances. Puisque c'est pour elle, ministre, tu les sers. C'est pour elle que nous sommes là. C'est pour elle que les présidents sont là. C'est pour elle que le président Paul Biya aussi fait le travail qu'il fait. Donc c'est pour les populations. Et j'en viens maintenant sur la Guinée équatoriale. Je ne suis pas le sujet. Allez-y. Panafricanisme, c'est un tout. Alors la Guinée équatoriale. Moi j'aimerais qu'on m'explique quel est ce panafricaniste là, M. Obiangé Mambazogo, qui en même temps expulse les Camerounais. Alors que nous savons que au début de l'année là, quel est le secret? Luc Michel a rappelé tout à l'heure qu'il a protégé d'un coup d'État. C'est pas le Cameroun? C'est pas le Cameroun, président? Mais pourquoi il expulse les Camerounais? Où est le panafricanisme? Ça, c'est une double trahison de mémoire. Je précise, moi je suis dans les attitudes. Trahison de mémoire. Un, il fait comme s'il a oublié que c'est quand même l'État camerounais qui l'a sauvé, avec d'autres services secrets, sans parler du Tchad, justement, de l'Idriss Déby. Non, c'était plus Idriss Déby à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Bon, ben, c'est encore mieux, merci, comme ça, Mahamat n'est même pas concerné. Bon, donc l'Idriss Déby, je voulais mettre ça à son compte, hein, je retire. Donc Idriss Déby. Mais donc, il y a cette perte de mémoire, mais en plus, il y a l'autre perte de mémoire, c'est que monsieur, vous êtes panafricaniste, non? Mais ça veut dire que quand tu veux faire un mur entre Cameroun et la Guinée équatoriale, mais le panafricanisme commence comment? Les autres, là, quand ils ont voulu simplement se mettre ensemble, ils ont cassé le mur de Berlin. Quand tu mets le mur, ça veut dire que tu veux le contraire de ce que les autres ont fait, tu veux la séparation. Ok? Bon, ça ne va pas, il y a une contradiction. Contradiction veut dire endocolon, puisque ce n'est pas mathématique. Aucune mathématique n'accepte la contradiction. Aucune. Ça, c'est propre à toutes les mathématiques. Chaque mathématique est basée sur sa logique. Donc, aucune logique mathématique n'accepte la contradiction. Donc, alors, ce qui veut dire quelle devait être la logique des pays de l'Afrique centrale? Ça veut dire que de façon cohérente. Donc, aller vers l'intégration maximale et jamais prendre en considération tout ce qui nous divise. Maximaliser ce qui nous rassemble. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Et même avoir des projets communs qui vont dans ce sens-là, qui nous renforcent, qui nous rendent plus forts. Mais pas des choses qui nous divisent. Dans lesquelles... D'ailleurs, je profite pour dire une chose que beaucoup d'imbéciles ne savent pas, au sens latin du terme. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas pousser l'analyse au-delà d'un certain seuil. Parce qu'avant même d'analyser, vous pouvez avoir la meilleure analyse du monde, mais si vous basez sur des choses fausses, il faut d'abord avoir des données correctes. Alors, je vous signale qu'il n'y a pas que les fonds qui sont communs au Cameroun et au Gabon et en Guinée équatoriale. Il y a aussi les Bassa. Oui. Il y a les Bassa au Gabon. Peut-être qu'on va apprendre qu'il y en a aussi en Guinée équatoriale. Je sais que j'ai des Bassa. On ne les appelle pas Bassa. Mais comme moi, Théophile Obenga, il m'écoute là, peut-être. Il m'a formé en linguistique comparée de façon informelle. Mais il m'a formé. Et je suis assez bien formé. Donc bien sûr, je le remercie beaucoup grandement. Je pense que je suis le seul qui l'ait formé de cette façon-là. Tous les autres, ils ont des diplômes. C'est des gens qui sont inscrits à l'université, surtout aux États-Unis. Mais moi, il m'a formé comme ça, en direct. Je n'ai pas payé un sou. C'était des cours particuliers. Je n'ai pas payé un centime. C'est parce que c'est Jean-Paul Bellec, la considération qu'il avait pour moi. Pourtant, j'étais encore étudiant. Alors, donc, ces gens-là, on ne les appelle pas les Bassa. Pour ceux qui, on les appelle les Nzebi, on les appelle les Pounou. J'ai des élèves Nzebi et Pounou. Et c'est en discutant comme ça, on a vu qu'on parlait, on disait la même chose. Moi, je suis Bassa du Cameroun. Donc, soit les Bassa du Cameroun sont les Zébi du Cameroun, et les Zébi sont des Bassa du Gabon. Mais vous voyez, il n'y a pas que les Fangs. Donc, pour cette raison-là, on ne devrait expulser personne. Parce que la solidarité qui lie les Bassa au Bamileke, aux Ewondo, aux Aoussa du Nord, au Bamoun, enfin bref, tout le Cameroun, fait que s'il y a d'autres Bassa là-bas, là, et qui sont solidaires avec ces Bassa, ou s'il y a des Fangs qui sont solidaires, ils doivent donc tenir compte des autres Camerounais, puisqu'on ne peut pas désolidariser les Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans ce sens-là que doit aller le panafricanisme. Le panafricanisme a ceci d'intéressant que ce n'est pas basé sur du volontariat, contrairement à l'Union européenne. Le panafricanisme est basé sur un fait. L'unité culturelle de l'Afrique noire est une réalité à cause de l'ancienneté du fait humain en Afrique. Parce que vous croyez quand même pas pendant 300 000 ans, nos ancêtres se regardaient en se tapant dessus. Non, et je crois qu'ils ont eu le temps de fusionner et de se croiser plusieurs fois. Et si bien que nos cultures sont les mêmes. Même les langues que nous parlons, c'est le vocabulaire qui est différent parfois. Parfois. Parce que si on regarde bien souvent les mots,
sont les mêmes, peut-être c'est l'accent qui change. Mais la grammaire, c'est sûr qu'elle est la même. La grammaire est la même. Jusqu'à l'égyptien ancien. Si vous appelez l'égyptien ancien directement par rapport aux langues africaines, c'est beaucoup plus facile que si vous l'appelez en regardant les méthodes mises au point par les Occidentaux, parce que leur langue à eux est très différente de celle de l'égyptien ancien. Même la mentalité est différente. Quand vous pensez une façon de dire dans nos langues d'aujourd'hui, là, en Afrique noire, ben, l'égyptien pense pareil, donc t'as plus qu'à traduire. Mais l'européen, lui, ne pense pas comme ça. Donc c'est plus compliqué de rendre les formes. En égyptien, il y a des phrases nominales. Il n'y a pas de phrase nominale en français. Une phrase, il n'y a pas de verbe. Mais ça existe dans nos langues, des phrases nominales. Ok? Et plein de choses comme ça. Donc, moi, je pense que une façon donc de s'en sortir, c'est d'aller beaucoup plus vers cette intégration. Et j'insiste toujours sur le côté mathématique, de façon raisonnée, sans contradiction. Voilà. Et mettre en avant ce principe de Ma'at. Tout le monde devrait intégrer ce principe de Ma'at, quelle que soit sa religion. La religion n'a rien à voir. La religion n'interdit pas de se fonder sur notre base culturelle africaine qui est très ancienne. Alors j'aimerais aussi que les gens me comprennent pourquoi je dis que l'unité culturelle, que l'unité de l'Afrique n'est pas volontariste, mais notre culturelle. Je me pose une question. Il y a des choses que les gens ils pensent que c'est gênant. Le fait qu'il y ait pluralité des langues en Afrique noire, pour être plus précis. Ils pensent que c'est un handicap, mais non. Surtout sur le plan intellectuel, ce n'est pas un handicap. Parce que souvent, nous avons des éléments fossiles conservés dans une langue que d'autres langues ont perdu. Et cette langue qu'elle a conservée nous permet de retrouver cette chose. C'est comme une bibliothèque. Alors, vous voyez, le fait qu'il y ait une pluralité de langues, en fait, il faudrait comprendre ça positivement, dans le sens, c'est un continent dans lequel on n'a jamais pratiqué l'effacement culturel. C'est pour ça que les langues sont là. Et c'est par intelligence, c'est-à-dire une bonne lecture de la situation, qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de garder sa culture. Quelqu'un, il peut venir du nord du Cameroun, il arrive à Babimbi, on va pas lui dire d'oublier ses origines, comme le font les Français, ou d'oublier sa religion, de ses ancêtres. Il fait comme il veut, mais on ne lui dira jamais ça. Vous savez, je parle de choses concrètes. À Babimbi, quand vous sortez du pays Bikok, la ville principale c'est Pouma, et vous entrez à la direction de Sarbaïmé, vous voyez, à côté de Tradex, là, vous commencez à entrer un peu vous sortez de l'Axe Lourd, là. Voilà. Et vous allez tomber maintenant, il y a un pont, et un bras de la Sanaga. En bas, ça, on appelle ce bras de la Sanaga l'homme. Et quand vous traversez l'homme, la première ville, là, on va dire, que vous trouvez là, elle s'appelle. Première localité, ça s'appelle Sombengue. C'est Sombengue. Oui. À Sombengue, il y a Sombengue à Aoussa. C'est-à-dire qu'il y a des Aoussa qui sont d'origine Aoussa, mais qui sont des Bassa de Sombengue, mais ils descendent d'Aoussa. Ils n'ont jamais oublié qu'ils sont Aoussa. On appelle Sombengue Aoussa. Il y a même une mosquée là. On appelle Sombengue Aoussa. C'est bien avant la colonisation. Ils étaient déjà là, les Aoussa. Il y a Sombengue Aoussa. Ils sont dans le pays Bassa, ils parlent Bassa comme tout. Bon. Mais on ne leur a jamais demandé d'oublier leurs origines. Jamais. Et encore moins leur religion. Je dis que vous allez à Sombengue, il y a Sombengue Aoussa. Encore aujourd'hui. Ça n'a pas disparu. C'est cette intégration africaine qui nous intéresse. Et tout le reste n'est que, comment dire, perdition, perte de temps. Merci. Or, le temps commence à nous faire défaut, puisqu'il faut que nous hâtons. Ok, que nous accompagnons. Nous hâtons l'unité de l'Afrique. Le panafricanisme doit unifier l'Afrique. Et il faut aussi que nous accompagnions le monde multipolaire. Et je veux finir avec un chiffre. Les mathématiques, ce n'est pas le calcul. Hein. C'est juste une projection des mathématiques dans le calcul. Il faut bien comprendre. Mais j'aimerais donner un chiffre. Le budget de l'armée américaine, ça vaut 22 fois le budget de l'État nigérian. Près de 220 fois le budget de l'État camerounais. Je parle que de l'armée américaine. Et dans ce budget, le Pentagone seul représente 91%. Je pense que ça demande à réfléchir. Dans cette perte de temps. Cette perte du temps. D'après ce que le président Banaké nous a dit tout à l'heure, là, comment le même président américain, le développement des États-Unis, l'esclavage. Et les Noirs, il s'agit donc de nous. Hein, ce sont les nôtres. Okay. Voilà. Donc il faut vraiment y réfléchir. Cet État-là nous a jamais été favorable. Il continue à tuer encore des Noirs aujourd'hui. C'est le seul pays industrialisé où il n'y a jamais eu de lutte sociale. Voilà. Parce qu'ils avaient une main-d'œuvre gratuite. Voilà. Donc, sachant cela, je vous ai donné même au niveau de leur budget. Alors, je pourrais rajouter le budget de l'Ukraine. Le budget qu'ils accordent à l'Ukraine. Non, président, je te laisse la parole.
Je pense que les gens m'ont compris. Alors, on va donc donner la parole au président Badakani pour quelques poussières de phrases. Le temps, on va aussi appuyer, nous allons retrouver Luc Michel pour conclure sur la thématique. Président Badakani, après on retrouve Luc Michel. Vous savez, tu as de très belles intentions. Mais il faut t'assurer que la mise en œuvre ne débouche sur le contraire de ce que tu veux faire. Comment ça, président Je veux dire, Badakani? moi, je ne fuis aucun sujet. Même les sujets les plus compliqués, moi, je ne les fuis pas. La question de la Guinée équatoriale, je vais revenir là-dessus. Les contradictions entre les États ne se gèrent pas par la vertu. Quand on est en face d'un paquet de contradictions, on les détache, on les hiérarchise. Et on fait la part entre les contradictions secondaires et les contradictions principales. Je préfère... J'ai dénoncé l'expulsion de Camerounais en Guinée équatoriale. Je te rassure, j'ai dénoncé ça. Oui, tu l'as entendu dire. Oui, j'ai dénoncé. Oui, je sais, président. Bon, mais je préfère une Guinée équatoriale dirigée par Obiang Nguema qui expulse les Camerounais que d'avoir une Guinée équatoriale dans les mains des Français. Ça sera très dangereux pour toute la sous-région. Attention, parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder avec l'émotion. C'est-à-dire que moi je dis ceci. Moi j'ai des frères parmi les expulsés. Je ne te l'ai pas dit, je te le dis maintenant. J'ai des frères. Ça m'a fait mal. Et vous avez compris leur expliquer? Non, je n'ai pas compris. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais être clair. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, pas d'accord avec ça. Mais, malgré tout ça, je préfère encore une Guinée équatoriale stabilisée dans une dynamique sous-régionale jusqu'à ce que j'ai la preuve qu'elle se détache de la sous-région que d'avoir une Guinée déstabilisée et dans les mains des babouzes français. Ça sera pire pour ça. La différence entre moi, moi j'ai hiérarchisé les contradictions. Je viens au Tchad. Il faut qu'il protège les populations. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour protéger, il faut être en mesure de protéger. Quand tu as affaire à une dynamique comme celle-là, où ce n'est pas la protection de la population qui est en jeu, c'est le renversement de l'État. Pour ramener le pays dans le giron d'un impérialisme américain, tu fais quoi? Laissons l'angélisme de côté, tu fais quoi? Puisque maintenant, l'Orgile a perdu. Et quand dans son discours, il explique ce qui s'est passé. Mais attends, les choses sont claires. Les choses sont claires. Je veux dire que même au Cameroun, là, on a vécu ça. En 2008. Quand nous perdons une vie humaine. Le mouvement nationaliste. Non, je ne viens pas loin. Je dis quand nous perdons une vie humaine, on est triste. Un vrai panafricaniste est triste dans son cœur. Mais vaut mieux perdre encore une vie humaine que de perdre toute une nation. Que de perdre un continent. Ça nous fait mal. Mais la politique est faite de ce genre d'arbitrage qu'on a à faire souvent pour ça. C'est-à-dire que le cas du Tchad, l'Amérique organise une affaire parce qu'elle veut prendre un pays. Elle amasse des voyous. Elle finance, elle les arme. On fait pression sur le président qu'il le soit quelqu'un 8 fois. Il impose, on lui donne tout ce qu'il on lui dit, il ne veut pas écouter. Il demande l'argent. La population, l'État interdit la manifestation pour dire que, quand on interdit la manifestation, c'est qu'on suppose que, je dis on suppose que, quand ce n'est pas la répression pour la répression, on suppose qu'on veut préserver des vies parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du chaos. Tu décides d'envoyer les gens dans les rues. Et quand c'est chaud, tu te caches dans l'ambassade. Toi, tu vas te cacher. Vous voulez que l'État fasse quoi? En attendant qu'on ait un État dirigé par des panafricanistes, encore que tu peux être un panafricaniste et ta population n'est pas totalement panafricaniste. Tu auras encore des problèmes. En attendant ça, mais nous sommes là pour préserver l'essentiel. Nous, on préserve l'essentiel. Et ça se fait souvent avec des décisions difficiles, mais on fait avec ça. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est une révolution de couleur. C'est clair. Si tu es président, tu vas faire comment? Tu gères ça comment? Parce que je peux avoir un bon projet pour mon pays, mais si une partie du peuple ne me suit pas, ça va être compliqué à mettre en œuvre. En attendant que les hommes soient parfaits, le maintien de l'ordre est justifié. Le maintien de l'ordre, c'est la protection des populations. On dit maintien de l'ordre. Il y a la police qui est là pour maintenir l'ordre. Dans un système d'imperfection, on a un maintien de l'ordre imparfait. Il faut évoluer dans des dynamiques de gouvernement qui vont minimiser les pertes en vie humaine. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et on réfléchit à ça. Moi, j'ai des propositions à faire à ce niveau. Mais la différence, c'est quoi? C'est que moi, je ne fais pas des propositions dans un contexte où elles ne seront pas reçues. Je ne rêve pas, où elles ne seront pas reçues. Moi, si je suis au pouvoir, j'ai une autre approche de la gestion des manifestations. J'ai une autre approche.
Mais je ne suis pas au pouvoir. Même quand je ne suis pas au pouvoir, j'essaie de voir, n'étant pas au pouvoir, qu'est-ce qui est moins dangereux pour mon pays. Je soutiens ça. Qu'est-ce qui est moins dangereux? Attendant que je sois au pouvoir, pour voir si je vais implémenter le meilleur. Parce que j'ai longtemps réfléchi sur la question. Donc, on ne peut pas dénoncer le maintien de l'ordre et ne pas s'assurer qu'en dénonçant, nous ne jouons pas le jeu des Américains, qui eux paralysent l'État pour prendre le pouvoir. Pour faire du pays un marchepied de leurs intérêts, pur et simple. La Libye en est un parfait exemple. Pas seulement la Libye dans le D'une monde. manifestation de rue, soi-disant, dont dont on va paralyser l'État de réprimer alors que c'était les services secrets américains qui marchaient à Benghazi et qui vont mettre en avant le CNT qui n'étaient que des djihadistes les plus durs. Et la première décision de l'Union européenne a été de ne plus reconnaître l'État libyen et de reconnaître le CNT. Et le CNT n'était pas arrivé au pouvoir. Total avait déjà 40% de réserves pétrolières. Ça non. Ça non. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer ça. Est-ce qu'on peut démocratiser un pays jusqu'à envoyer mourir les populations jusqu'au dernier Ukrainien parce que comment? Doit gagner des marchés. Doit gagner des marchés? C'est quoi ça? Jusqu'au dernier Ukrainien? C'est ça la démocratie? Mais pourtant, le projet, on nous a dit que non. Celui qui était là avant, pour lui, c'était un dictateur, un tueur. Il est parti. Mais Zelensky tue plus que lui. Il y a les preuves. Il ferme les télévisions. Il dissout des partis. Tu as entendu ça où il assassine les gens de son entourage au prétexte qu'ils sont des traîtres. Tu as entendu ça dans quel média? On couvre ça. On couvre. Mais on va mettre en valeur dans le monde entier l'action répressive d'un État qui est fait par quelqu'un qui n'est pas du réseau. Tout à fait. Le monde entier va s'arrêter, mais quand quelqu'un du réseau tue, blackout total. Ouattara peut tuer comme il veut. Qui parle de ça? Au contraire, il monte en grade. Puis Chéri Balé est en prison, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. Mais qui parle de Chéri Balé? Qui parle d'elle? Vous entendez parler de ça? Qui parle d'elle? Elle ne signifie rien. Mais ça aurait été notre régime qui n'est pas pro-occidental. Matin, midi, soit dans les radios, puis Chéri Balé, libéré. La dame dont on a cité le nom une fois, là, tu te souviens, une Camerounaise. Oui. Qui avait gagné des milliards. Oui. La dame là. Tu as bien. Tu as vu cette dame là? On a fait des personnes venir ici. Lydiane Eyoum. Oui, avocat. Oui, ce jour-là. Oui, avocate. Voilà le nom. Avocate. Elle s'est mariée, elle a fait un mariage blanc. Blanc. On est venu ici là imposer qu'on la libère, que c'est une Française. Mais c'est quand même terrible. Monsieur Hollande est écrit dans son livre qu'il a fait tuer les gens en Irak, partout, il les a fait tuer. Il dit qu'il a le pouvoir de tuer, il parle de ça, il tue, il a fait tuer. Des Français qui vont revenir en France sont dangereux parce qu'ils sont djihadistes, musulmans. Ils sous-traitent avec les forces irakiennes leur liquidation. Mais tu as lu ça dans quel média? Tu as lu ça où? Imagine que c'est un président africain qui fait ça. Ça va être dans tous les médias matin, midi, soir. Nous ne pouvons pas jouer ce jeu-là. Mais je l'ai écouté lui-même dire ça en direct. Mais bien sûr, j'ai le livre. J'ai le livre. En direct, ils sont j'ai le livre. Je t'enverrai le livre. Le livre est là. J'ai le livre. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça. La différence qu'il y a entre nous, les panafricanistes qui ont eu une certaine expérience de ce combat et les autres, c'est de ne pas mêler les sentiments dans certaines situations. Il ne faut pas aborder avec le sentiment. Quand Obiang Nguema renvoie les étrangers chez lui, j'ai mal. C'est même villageois. Il dit que c'est même villageois. Tout à fait. J'en parle avec le temps pour le temps. Que ça frise un peu la village. C'est un complexe de villageois. Je l'ai souvent dit. Je n'ai pas l'intérêt à défendre. Oui. Mais je vais défendre le régime du Guinée équatoriale. Parce que par rapport aux contradictions, je préfère encore cette contradiction-là qui est gérable. Et d'ailleurs, vous avez vu le Cameroun, que le Cameroun a réagi. Est-ce que le président Biya dit un mot? Non. Même il n'y a pas eu garçon, ministre des Affaires étrangères. Il a seulement débloqué l'argent. Qu'on ramène les gens là. On leur donne une petite somme d'argent qui s'installe dignement. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il gère les intérêts supérieurs de la sous-région. Tout à fait. Nous gérons les intérêts supérieurs de la sous-région. Donc on peut taire certaines contradictions. Pour un temps. Pour sauver l'essentiel. Pour sauver l'essentiel. Or, s'il était allé dans une confrontation politique et Guinée équatoriale, ça servait le jeu de Washington. Juste une remarque, président. Oui, très bien. Non, c'est juste une remarque. Oui. C'est pas long. Très rapidement, on va laisser Obiang Nguema lui-même. Pourquoi il ne remonte pas sa compréhension de la situation pour éviter ça? Pourquoi il crée des problèmes à Paul Biya? Pour que Paul Biya maintenant doit sortir l'argent
pour recevoir. Pourquoi lui-même n'évite pas cette contradiction? Je ne sais pas pourquoi. Attends, non, c'est moi qui pose des questions sur ce plateau. C'est juste pour le relancer. Allez-y. Excuse-moi, Boubacar. Oui, excusez-nous, s'il te plaît. Tu autorises? C'est aussi ça, le débat. La question que tu poses est une question personnelle. Là où nous gérons les questions collectives. Je pense que moi, je vais m'asseoir là pour réfléchir pourquoi le président ne comprend pas ça. S'il ne comprend pas, non. Nous souhaitons qu'il comprenne. Mais, on peut m'expliquer ça. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale est un petit pays qui a combien d'habitants? 800 000 habitants. Tous les pays qui ont une pareille situation ont ce qu'on appelle le complexe, le syndrome de l'envahissement. Oui. Surtout dans un contexte où tu as Paris qui a décidé qui a d'abord ta tête. Qui matin, midi, soir s'organise pour avoir ta tête. Il y a le complexe de l'envahissement. Tu as besoin de contrôler les gens qui entrent chez toi et qui sortent. À un moment donné, tu es obligé de faire le point. J'explique sans justifier. Je vais expliquer pour expliquer. Il y a ce syndrome-là. Alors, on peut le gérer autrement, avec une autre politique. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi la Guinée équatoriale a opté pour la politique-ci. Je ne juge pas, je constate. On peut gérer ça autrement. Si on me demande qu'est-ce qu'on peut faire, je donne que bon, ça peut être géré autrement par un nouveau type d'État. Mais une facilité à la régularisation. Je veux parler de ça. C'est-à-dire que l'orientation même de la dynamique du pays, mais ça, il faudra voir encore comment le régime est né. L'histoire de la Guinée équatoriale, comment le pays s'est constitué, comment le pays s'est bâti. Et les problèmes que le pays rencontre au quotidien. Au quotidien, quand tu prends tout ça... Les menaces qui pèsent sur le pays. Oui, quand tu prends tout ça, parce que le Cameroun aussi, pour ça, attention, le panafricanisme n'exclut pas comment de l'on puisse renvoyer les étrangers, entre guillemets, de son pays. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas panafricaniste. Il peut y avoir des conditions où on est obligé de faire ça. On a des menaces au Cameroun à cause ça peut arriver. qu'on a accueillis. Le Cameroun est reconnu comme un des pays les plus hospitaliers au monde. Oui. Mais il peut arriver un jour qu'on soit dans une situation où on est obligé à un moment donné de regarder de très près certains étrangers. Les victimes vont dire qu'on est xénophobe, oubliant l'hospitalité passée. Mais les contraintes de la survie de la nation peuvent amener à prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas panafricaniste. On est panafricaniste, mais on gère une situation. N'habituons pas les Africains à des raisonnements émotifs en géopolitique. Les conséquences seront terribles pour nous. Et les Blancs savent manipuler ça. Parce qu'ils vont mettre la lumière sur des choses comme ça et éteindre la lumière sur ce qui les arrange. Quand un régime qui est pro-occidental expose les étrangers, qui parle de ça? Qui parle de ça? Mais quand un régime qui n'est pas pro-occidental prend une décision que eux, les occidentaux prennent en matière de régularisation des étrangers dans leur pays, il a la une de tous les médias. Nous, on ne fait pas ce genre de choses. Nous, on regarde l'essentiel. La Guinée équatoriale est blâmable dans la gestion des étrangers. On peut le faire sans brutaliser les gens. On a brutalisé les gens. Les gens qui ont perdu leur bien. C'est pas normal. Pas normal. J'ai dénoncé ça. Je dénonce encore ça. Quand on fait une politique, qu'est-ce qu'on appelle la dimension du cœur de la politique et la dimension de la loi? Quand je suis en position d'irrégulier chez vous, mais vous savez que c'est le plus grand. Quand vous m'utilisez, vous savez que je suis irrégulier. Mais quand ça vous sert? Mais si j'ai travaillé chez vous, je vous ai enrichi, et que vous voulez me faire partir, que j'ai fait du bien, vous confisquez le bien. Les deux, même si je suis marié à une équato-guinéenne, vous confisquez le bien. Et de vous me renvoyer brutalement. C'est ça le problème. La brutalité, c'est inacceptable. Oui. Ce sont des dérives inacceptables. Donc il y a à revoir dans cette politique. Bien sûr. Et nous le disons à nos amis guinéens que c'est à revoir. Mais nous n'allons pas permettre que les Occidentaux viennent se mêler dans cette affaire. Et dire que, bon, ok, comme il fait ça, qu'on déstabilise la Guinée équatoriale. Non, c'est enfantin. Très bien, c'est impossible. Merci. Le Maroc qui a massacré les migrants, pas une enquête. C'est-à-dire, pas une seule enquête. Massacrer les migrants de façon intentionnelle, soutenue par l'Union européenne. Voilà, donc merci à vous. Oui. Permettez que nous allions à Bruxelles retrouver Luc Michel pour conclure sur cette thématique. Luc Michel, vous êtes toujours avec nous. Merci encore une fois de plus. Alors, tentative de coup d'État dans la sous-région Afrique centrale, le cas de la SCA et en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui dénonce même des agents diplomatiques espagnols, américains et français pour avoir participé à des rassemblements politiques contre ce pays. Franchement, Luc Michel, comment s'en sortir dans cette région? Je vais conclure en nous ramenant au cœur de notre... Vous savez, l'historien de la naissance des réseaux Pocaré de la France-Afrique
C'est un Français, il s'appelle Jean-Pierre Batte. Il a appelé sa thèse la fabrique des barbouzes. 60 ans plus tard, la France fabrique toujours des barbouzes. Bertrand a parlé de la réunion à l'hôtel Pullman en 2017, où on a mis au point le coup d'État de Mongomo de décembre 2017 contre Biagdema de Massogo. Il y a eu une nouvelle réunion le 3 juin dernier 2022 à l'hôtel Pullman. Il y avait là Dominique Calas de Ferlux, la barbouze française, les gens du service de renseignement privé de Total, fondé en 1975 par Jacques Faucard. Il y avait les gens de la Corrède de Salomon-Obeso. Ces gens-là ont discuté de l'appropriation de l'immeuble de l'avenue Fauchouet, l'ambassade de Guinée équatoriale. Et ensuite, il faut savoir que l'ambassade n'est pas protégée par la police française au mépris des dispositions de la Convention de Vienne. Les gens de la Corrède ont mené un raid pour expulser les diplomates équatoriens de l'immeuble de l'avenue Fauche. Ça se passait le 3 juin. Et ils en ont été empêchés parce que l'ambassadeur avait mobilisé un service de sécurité privé. Il y a un deuxième État qui est ciblé après la Guinée équatoriale, c'est le Gabon. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Vous savez qu'en 2014, les Américains ont lancé le printemps africain. Eh bien, le premier État africain victime d'une révolution de couleur, c'était le Gabon. Elle a eu lieu en 2015. À ce moment-là, il y a eu des voyous au service de Jean Piglot des Américains qui ont envahi le Parlement de Libreville. Ils se sont proclamés vainqueurs de l'élection à 16 heures le jour de l'élection. Et puis, ils sont allés brûler le Parlement. Jean Pic, aujourd'hui, est en train d'être remis en selle par les Français et les Américains. Il est soutenu par Jeune Afrique. Voilà ce qu'il faut savoir. Il y a des élections présidentielles l'année prochaine au Gabon. Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale. La nouvelle tactique, c'est de saboter la succession des présidents en organisant le chaos, évidemment. Donc, on empêche le fils d'Obiang-Nema de lui succéder. On empêche Paul Biya, avec ses ministres, d'organiser la succession. Et on empêche Jean-Pic d'être de nouveau. Et on empêche, pardon, Ali Bongo d'être de nouveau candidat. C'est cela qu'il faut comprendre. La fabrique des barbouzes, elle est toujours en activité. Merci, merci énormément à vous, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Madame, Monsieur, quant à vous, merci pour votre attention. Nous vous retrouvons dans quelques poussières de secondes pour la suite de cette émission.